Mesdames et messieurs, nous allons reprendre notre séance. Pour cette conférence d'ouverture, le thème « Évaluer dans un monde en mutation », penser stratégiquement, agir éthiquement, influencer durablement. Et pour nous entretenir, qui de mieux que le professeur Linda Ray? Linda est docteur en santé publique. Elle est évaluatrice certifiée professionnelle, mais surtout par passion. Elle est membre de la Société québécoise de l'évaluation et membre de la Société canadienne de l'évaluation. Elle est aussi et surtout membre du conseil d'administration du réseau francophone de l'évaluation. Et je ne l'ai pas dit, mais je pense que je peux le faire. Elle est aussi mon amie. Elle m'a fait l'honneur de faire une présentation d'un magnifique ouvrage collectif présenté par l'ENAP l'année passée, dans lequel il y a eu énormément de contributeurs et de contributrices que je vois dans cette salle et que je salue au passage. Je salue la présence de Guy Coquille, qui est ce que nous considérons, nous autres jeunes évaluateurs, un monstre de l'évaluation que nous avons suivi et à qui nous avons voulu ressembler. Merci Guy. Mais j'étais là pour introduire Linda, souvenez-vous. Elle a reçu... Ah, Guy, oui, Guy. Merci Guy. Linda a reçu le prix du mois de l'histoire des Noirs, notamment pour sa contribution à l'équité dans l'évaluation des politiques publiques. Donc pour nous, c'est une chance de l'écouter. Et donc, j'invite Linda pour nous entretenir sur cette conférence d'ouverture. On peut acclamer merci. Est-ce que vous m'entendez? Bon, je trouve que la salle est un peu calme. Donc, je veux qu'on se bouge un peu. Applaudissez-vous d'abord d'être là aujourd'hui. On va quand même prendre quelques minutes pour se connaître. Donc, je vous propose, avant de commencer à parler de sujets sérieux, de regarder votre voisin ou votre voisine de droite, de vous présenter et de dire qu'est-ce que vous faites en évaluation. Ça prendra 5 minutes, mais c'est important. Enchanté, Mamadou. Ça fait du bien de voir tous ces sourires. Et je pense que c'est le début de nouvelles conversations. Est-ce que vous êtes toujours avec moi? Est-ce que vous êtes toujours avec moi? Bon. Alors, deuxième activité,
j'aimerais que toutes les femmes de cette salle se lèvent et que les hommes les applaudissent. Merci beaucoup. Ensuite, je demanderai à toutes les personnes qui viennent du continent africain de se lever et qu'on les applaudisse. Ensuite, je demanderai à toutes les personnes francophones qui viennent du continent européen de se lever et qu'on les applaudisse. Et finalement, et non des moindres, parce qu'ils ont fait un long voyage aussi, que toutes les personnes francophones venues du continent américain se lèvent et qu'on les applaudisse. C'est ça la dynamique de notre réseau francophone d'évaluation, et je voudrais qu'on s'applaudisse. Et ma conférence est terminée. Alors, merci beaucoup à tous d'être ici. Pour moi, c'est un grand honneur, et avec beaucoup d'humilité, mais aussi avec beaucoup de passion, que j'ai l'honneur de faire la conférence d'ouverture. Je pense que tout a été dit ce matin. Je me disais, est-ce que ça valait encore la peine d'ouvrir? Mais je pense que c'est une conversation qui ne fait que démarrer, et je pense que toutes les contributions en valent la peine. Donc, j'ai intitulé cette conférence « Évaluer dans un monde en mutation, penser stratégiquement, agir éthiquement et influencer durablement ». On a déjà eu ce matin de bonnes pistes, des pistes intéressantes de discussion avec nos panélistes. Et je pense que ce que je voudrais apporter en plus ici, c'est que c'est une réflexion qui démarre, et comme toute innovation dans notre champ d'expertise, je dirais, que je considère être le champ le plus démocratique possible, parce que c'est un champ transdisciplinaire qui accueille toutes les disciplines. Et je pense que l'évaluation a encore beaucoup d'avenir devant elle, malgré la peur ou les peurs qu'on puisse avoir sur le numérique, l'intelligence artificielle, etc. Donc on est tous là pour, bien évidemment, y réfléchir, se préparer et anticiper. Alors, je n'ai pas fait de plan en tant que tel, mais je vais vous entretenir sur, disons, deux grands éléments. Premièrement, essayer de parler de notre contexte. On a dit ce matin qu'on ne pouvait pas faire d'évaluation sans contexte. Et le contexte dans lequel nous vivons aujourd'hui est un contexte qui est à la confluence des crises, qu'on a appelées polycrises, ça ne vient pas de moi, et aussi des poly-innovations. Donc c'est quand même un paradoxe qu'il faut prendre en compte dans le monde dans lequel nous vivons. Et c'est pour ça qu'on parle de monde en mutation, et c'est pour ça qu'on parle de monde en changement. Le deuxième élément, c'est en tant qu'évaluateur, et quand je dis évaluateur, j'accueille à bras ouverts tous les évaluateurs, les économistes, les anthropologues, les gestionnaires, les politiciens. Tout le monde est bienvenu en tant qu'évaluateur à partir du moment où vous avez l'évaluation comme passion. Et comment est-ce qu'on devrait s'adapter pour ne pas rater la révolution qui est en marche. Et je pense qu'il faut penser stratégiquement, et les erreurs, c'est toujours très important à noter. Je suis très méticuleuse, mais il faut croire que hier soir, je n'ai pas très bien dormi. Penser stratégiquement, mais en fait faire preuve de pensée stratégique, agir éthiquement et influencer durablement. Et c'est un peu ce que je vais parler dans un deuxième temps de mon intervention. Alors, entre polycrise et poly-innovation, nous vivons dans un monde clairement en crise. Je ne vais pas les nommer. Les images valent... Pardon. Je n'ai pas oublié qu'il fallait que je se rapproche du micro. Les images valent mieux que des mots. Alors, en 2023, le Forum économique mondial a fait émerger la notion de monde en polycrise et de monde fragmenté. On a parlé
de la crise du multilatéralisme. On a parlé aussi de l'une des premières pandémies qui nous a toutes et tous gardés confinés avec les répercussions qui continuent. Les crises sociopolitiques demeurent, les crises climatiques sont aussi de la partie. Et parallèlement, on a aussi je ne vais pas parler des crises, mais des changements au niveau démographique. Autant on assiste à un déclin de la population dans les pays du Nord, ou plus développés, ou à un vieillissement de la population, autant on a une croissance démographique en Afrique qui est exponentielle, à peu près de 3% par année. Vous voyez que toutes ces crises sont interdépendantes. Chacune prise isolément, bien évidemment, a un impact au niveau mondial, mais lorsque on les met bout à bout, ou lorsque l'une a un impact sur l'autre, ça devient un cocktail explosif. Et il est très important que nous, en tant qu'évaluateurs, et ça a été dit ce matin, nos politiques publiques ne peuvent plus être développées ou conçues, mises en œuvre ou évaluées en dehors de ce contexte de polycrise. On passe maintenant du concept de gouvernement à celui de gouvernance. On parle de gouvernance parce qu'il y a de multiples acteurs, et je souligne que ça m'a touchée lorsque l'intervenant de la Côte d'Ivoire a souligné l'apport de la société civile dans les changements sociétaux. Je pense que ça, c'est quelque chose de très important. Au niveau international aussi, il y a de nouveaux acteurs avec de nouveaux types de pouvoirs et qui influencent et qui informent les politiques publiques. Et donc ça, c'est très important à garder en tête lorsque, notamment parmi nos méthodologies, nous faisons la cartographie des acteurs. Il faut qu'on regarde bien évidemment les acteurs qui sont proches du contrôle de l'intervention, les acteurs que nous influençons et les acteurs aussi qui sont des acteurs d'intérêt. Donc cette complexité-là, nous devons l'adopter et nous devons l'intégrer dans nos actions. En face des polycrises, et c'est ça la beauté de la vie, après la pluie, le beau temps, il y a aussi des innovations. Et il y a plusieurs types d'innovations. Et c'est vrai qu'on met beaucoup l'accent sur les innovations technologiques, parce que la technologie va vite. D'ailleurs, si je demande à toutes les personnes qui ont un téléphone en main de se lever, levez-vous. Ou un ordinateur, je vois ça. Donc vous voyez que il devient très difficile de se déconnecter. On est passé du « je pense donc je suis » à « je suis connecté donc je suis ». Et ça, c'est une réalité qu'on ne peut plus ignorer. Alors, au niveau technologique, on l'a dit un peu ce matin, le numérique est au cœur parce que le numérique va vite. Le numérique dépasse les frontières. Le numérique peut être tangible ou intangible. Mais le numérique a aussi des répercussions sur les sociétés dans lesquelles nous vivons et comment nous, en tant qu'évaluateurs, nous allons pouvoir y remédier. J'ai trouvé cette définition parce que depuis quelques jours, si vous avez vu au début de ma présentation, j'avais mis le nom de certaines personnes que je voulais reconnaître pour cette présentation parce que j'ai eu des discussions avec elles. Je ne sais pas si elles sont dans la salle. J'ai Michel Filion, j'ai Anna Gay, j'ai Ulrika Ivodji qui est aussi professeure à l'École des technologies supérieures à Montréal, et Jacques Rajotte qui a été le directeur d'un institut sur l'intelligence artificielle. C'était important pour moi de reconnaître la limite de mes connaissances et de démontrer l'importance de collaborer avec les personnes qui savent le mieux. Et c'est grâce à eux que cette présentation a pu être construite. Donc l'IA, intelligence artificielle, a été plus ou moins définie par la Commission mondiale d'éthique des connaissances scientifiques et des technologies comme un ensemble de technologies à la base de ce que l'on nomme des machines capables d'imiter. Et je pense que le terme est important. Il ne s'agit pas de remplacer, il s'agit d'imiter certaines fonctionnalités de l'intelligence humaine, certaines, pas toutes, comme la perception, l'apprentissage, la capacité à raisonner, la résolution de problèmes, l'intervention linguistique, voire la production créative. Finalement, qu'est-ce qui nous reste?
C'est pas moi qui le dis, c'est la définition qui est donnée par la Comest. Et donc, en tant qu'évaluateur dans ce monde où nous devons composer avec le numérique et plus particulièrement l'intelligence artificielle, qu'est-ce qu'on est censé faire? Alors, la première chose, c'est penser stratégiquement. Penser stratégiquement, en d'autres termes, ça revient à dire comment est-ce qu'on s'adapte dans notre environnement. La théorie de l'évolution de Darwin, c'est pas moi. Les espèces qui survivent, c'est celles qui s'adaptent le mieux. Donc il faudra de toute façon qu'on s'adapte. Et s'adapter, c'est comprendre à quoi correspond le numérique et notamment l'intelligence artificielle. C'est la capacité à traiter de grandes quantités de données. Par exemple, vous n'avez peut-être pas remarqué, mais quand vous avez votre téléphone en main et que vous décidez de taper l'adresse de la Chambre de commerce du Luxembourg, croyez-moi, ces données sont stockées quelque part et on sait exactement d'où est-ce que vous êtes parti et où est-ce que vous allez. Donc, tout ce qui est données de mobilité urbaine, pour la planification, peut être stocké dans des serveurs et c'est des données très importantes. Je parle aussi des données migratoires. On sait à peu près aujourd'hui dans certains pays quelles sont les tendances ou les mouvements de déplacement de population. Et ça, c'est des données tellement importantes que l'esprit humain ne pourrait pas les analyser en temps réel et dans un délai aussi court. C'est aussi l'utilisation de modèles prédictifs dans la prise de décision, et ça a été mentionné ce matin. Plus on a de données, et les statisticiens ne seront pas contre moi, là, et plus on a de données, plus on pense se rapprocher de la réalité. Maintenant, il s'agit de savoir jusqu'à quel point ces prédictions-là, finalement, deviennent véridiques dans un monde où tout peut changer d'un moment à l'autre. Mais effectivement, ça permet de, en tout cas, les promesses, c'est de prédire des crises, d'automatiser des processus administratifs complexes. Je donne l'exemple d'Affaires mondiales Canada qui réfléchit actuellement à voir comment on peut faire des méta-évaluations des projets en utilisant l'intelligence artificielle. Ensuite, il y a l'utilisation de l'intelligence artificielle générative pour faciliter l'exécution de certaines tâches administratives et de recherche. Le fameux ChatGPT, qui récemment a été adopté par la municipalité, à une des municipalités au Japon, pour pouvoir faciliter avec rapidité et efficience les processus administratifs. Donc, quoi qu'on dise, la révolution est en marche. J'ai demandé à ChatGPT quelque part de nous dire, quand on parle d'évaluation éthique des programmes, en quoi ça consiste. Je ne vais pas tout vous lire, mais j'ai été agréablement surprise. Donc, l'évaluation éthique d'un programme consiste à examiner les implications morales et les considérations éthiques associées à sa conception, son développement, son déploiement et son utilisation. Il est quand même jusqu'à aller à l'utilisation. Il s'agit d'un processus critique visant à évaluer si le programme respecte les normes éthiques et les valeurs fondamentales tout en minimisant les risques et les préjudices potentiels pour les individus de la société. Et il va plus loin en me donnant quelques aspects clés à prendre en compte lors d'une évaluation éthique d'un programme. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il m'a parlé de transparence et de responsabilité, d'équité et de discrimination, de respect de la vie privée et protection des données, et il a inclus l'impact social et environnemental. Pour vous dire, quoi qu'on dise, il y a quand même pas mal de choses intéressantes là-dedans. Seulement que, en tant que chercheur, en tant que scientifique, il faut quand même que ces éléments-là soient basés sur des données, qu'il y ait des citations et qu'il y ait des références. Donc, quoi qu'on dise, c'est une révolution qui est en marche et on doit faire avec. Et 3 approches peuvent être considérées en tant qu'évaluateur. On peut considérer le numérique en tant qu'intervention à évaluer. Donc, il y a beaucoup de gouvernements qui disaient qu'ils institutionnalisaient le numérique dans leur politique publique. Il y a des projets en santé aussi,
qu'on peut évaluer, voir l'impact sur l'amélioration, par exemple, du suivi des patients. Mais on peut aussi voir le numérique avec tous les outils et toutes les méthodes que ça nous propose. ODK, si ceux qui travaillent sur le terrain dans les zones difficiles utilisent des applications de collecte de données. On a, je crois que c'est Slide AI qui peut vous faire des slides assez rapidement pour visualiser les données. Vous avez Power BI, enfin bon, bref, il y en a beaucoup. Donc, il y a plusieurs outils qui peuvent être utiles et utilisés par les évaluateurs et peuvent faciliter notre travail. Et finalement, intégrer le numérique comme une compétence évaluative, c'est non négociable. On n'a plus le choix, on doit trouver le moyen de faire du numérique un outil de notre boîte à outils d'évaluateurs. Donc, en résumé, je voulais dire pour le volet stratégique, c'est être très conscient de notre environnement, c'est comprendre les mécanismes sous-jacents au fonctionnement des mégadonnées, de leurs répercussions sur les individus, etc., de demeurer dans la réflexivité sur l'impact de ces nouvelles technologies, on parlait de données probantes, sur ce qui est vrai, ce qui est faux, ce qui est légitime, voire ce qui est juste. Et ça, ce n'est pas à l'intelligence artificielle ou ce n'est pas au numérique de le faire, c'est à l'esprit humain de le faire, de mettre en place des paramètres éthiques. À côté, je vous ai mis un peu les risques que l'utilisation des mégadonnées peuvent apporter, et je vous invite à aller lire sur le scandale de Cambridge Analytica, mais il y a forcément d'autres qui vont arriver. C'est lors des élections américaines, il y a quelques années, certaines données personnelles ont été utilisées pour pouvoir orienter les choix électoraux de certaines populations aux États-Unis, de certains États aux États-Unis. Et donc, c'est un scandale qui a démontré une des limites des mégadonnées. Et puis, on parle du numérique, mais n'oublions pas les réseaux sociaux. Je disais à un collègue tout à l'heure, je dis, mais il y a 2 semaines, j'étais à Québec. Après, j'étais à Kinshasa. Aujourd'hui, je suis à Luxembourg. Je ne peux même plus me cacher parce que les photos sur les réseaux sociaux vont plus vite que ce que la personne souhaite. Donc, ça fait partie de la réalité, il faut faire avec. Et être conscient des risques de cloisonnement de la pensée. Et comme vous le savez, dans un monde où on ne sait plus ce qui est vrai ou ce qui est faux, ça crée aussi des comportements cloisonnés, extrémistes, voire dangereux. Et c'est là où il devient important d'être éthiquement un acteur éthique. Si ceux qui ont fait de la sociologie ont connu Weber, on distinguait l'éthique de responsabilité de l'éthique de conviction. Dans l'éthique de responsabilité, ce sont des choix qui visent ce qu'on appelle la théologie, c'est-à-dire une finalité. On utilise le numérique parce que ça facilite la vie. Mais il y a aussi l'éthique de conviction, où là, il est question de prendre en compte les limites de ce que le numérique peut apporter. Et moi, j'ajouterais finalement qu'il n'y a pas vraiment de distinction à faire entre les deux lorsqu'on parle du numérique en évaluation. On peut parler d'éthique numérique et en fait, ça revient un peu à prendre en compte cet équilibre entre le positif et le moins positif. Et j'ai pris quelques citations pour illustrer cela. Vous êtes un peu calme. Est-ce que vous me suivez? Je ne vous entends pas. OK, bon, je continue. Donc, quelques citations qui ne sont pas de moi, mais qui illustrent très bien cet équilibre-là entre l'éthique de responsabilité du numérique et l'éthique de conviction. Et au final, vous allez voir, c'est pas moi qui le dis, c'est le PDG de Google, c'est une professeure au MIT, Massachusetts Institute of Technology, et le DG de Apple. Je vais les lire parce que c'est important. Avec un grand pouvoir vient une grande responsabilité. La révolution numérique offre d'immenses opportunités, mais soulève également des risques importants en termes de confidentialité, de sécurité et de préoccupation éthique. Sherry Turkle, la révolution numérique a le potentiel d'exacerber les inégalités sociales et de créer une fracture numérique entre ceux qui ont accès à la technologie et ceux qui n'y ont pas accès.
Et finalement, alors que nous embrassons la révolution numérique, nous devons rester vigilants quant au risque de désinformation, de cyberattaques et d'érosion de la vie privée. C'est un peu ce que je viens de résumer, mais ce qui, moi, me touche le plus, et en tant qu'évaluateur, ce que nous devons vraiment prôner, c'est le potentiel d'exacerber les inégalités sociales et la fracture numérique. Et c'est dans le genre de congrès que nous sommes où nous devons partager nos expériences, nous devons partager nos outils, nous devons être solidaires entre le Nord et le Sud et le Sud, en fait le monde, et pouvoir s'assurer qu'on ne laisse personne de côté. C'est un peu l'objectif du développement. Et donc, il faut vraiment faire attention lorsqu'on a cette démarche éthique en tant qu'évaluateur, de faire le lien entre éthique et algorithme. Par exemple, la non-représentativité des jeux de données peut causer des différences en matière de performance lorsqu'on regarde certains groupes démographiques précis. Donc, par exemple, si on dit la faible utilisation des smartphones par les personnes âgées ou personnes, les aînés chez nous, c'est biaisé. Il faut faire attention aux biais qui peuvent intervenir avec les algorithmes. L'importance de la transparence des données, et je cite vraiment le règlement général sur la protection des données en Europe ou encore la loi 25 au Québec sur la protection des données, et ça fait partie des choses que les pays africains peuvent et doivent mettre en place pour protéger aussi l'utilisation des données personnelles. La vie privée, les modèles prédictifs entraînent en fait ces machines, donc plus vous les utilisez et plus vous les entraînez. En fait, on nourrit quelque part la bête. Mais ça ouvre aussi la voie à une menace pour notre vie privée, ça ouvre la voie aux cyberattaques et ça ouvre la voie aussi à une mauvaise utilisation de ces données. Et donc, au niveau des politiques publiques, au niveau des décideurs, il est important de réfléchir à la gouvernance des données. Quelqu'un a parlé d'interopérabilité. Oui, c'est bien l'interopérabilité pour que les différents systèmes puissent communiquer. Mais dès que vous ouvrez la voie à un système, vous partagez automatiquement vos données. Donc la gouvernance des données est très importante. D'où viennent ces données et finalement à qui appartiennent-elles? Sur quel serveur? Basé où? Donc c'est des choses qu'il faut garder en tête et qu'il faut prendre en compte. Et lorsque vous évaluez des politiques publiques, il faut pouvoir les intégrer. Et finalement, les réseaux sociaux et la désinformation, il y a énormément de vidéos que vous pouvez voir sur les réseaux sociaux qui ne sont pas basées forcément sur des données dites probantes. Nous l'avons vécu pendant la Covid. Je vous assure que même moi, j'ai douté parfois des données probantes qui étaient ou qui pouvaient être partagées par des scientifiques qui n'étaient pas toujours d'accord. Donc je pense qu'on est vraiment dans un monde qui peut faire peur, mais en même temps, plus on est préparé, plus on met en place les outils et mieux on va pouvoir s'en sortir. Dernier élément, non des moindres, influencer durablement. Alors, l'influence durable, et cette conférence le montre, on a tous les niveaux de responsabilité, autant les décideurs, la société civile, les consultants, etc. On a tous un rôle à jouer et quelqu'un a dit le numérique est une opportunité à saisir. Dans le dernier rapport d'évaluation des besoins en intelligence artificielle en Afrique fait par l'UNESCO en 2021, on dit que le potentiel des technologies numériques pour favoriser une croissance innovante, inclusive et durable, la stratégie de transformation numérique pour l'Afrique 2020-2030, élaborée par l'Union africaine, indique que les progrès réalisés dans ces technologies représentent une opportunité à saisir, en ce qu'ils permettent d'adopter plus rapidement des solutions numérisées et de s'affranchir des défis numériques hérités du passé. Je vous invite à aller voir ce rapport, je l'ai découvert, c'est pour ça que l'évaluation c'est intéressant, même si on ne connaît pas un sujet, on ne finit jamais d'apprendre. Et dans ce rapport, on voit qu'il y a quand même des pays au niveau du continent qui ont commencé à faire des choses intéressantes. Des initiatives ont été lancées dans 18 pays, le développement et l'utilisation de l'IA constituent une priorité dans les plans de développement, beaucoup de pays ont des stratégies numériques. Et sur les 32 pays qui ont répondu à cette enquête, j'ai trouvé intéressant que seulement 6 déclarent s'être dotés d'une législation pour relever les défis de l'IA. Donc je pense que ça montre qu'il y a un bon départ, mais qu'il faut qu'on aille un peu plus loin. Et le rôle des évaluateurs, justement, c'est d'apporter les données, d'apporter les informations nécessaires pour que les décideurs soient en mesure d'en faire une priorité et d'être autant que possible préparés aux enjeux.
Et ça nous amène à acquérir de nouvelles compétences et connaissances promptement. Le terme prompt est important. Les évaluations qui durent trop longtemps et qui ne sont pas alignées sur la célérité de l'agenda politique ne servent à rien. Il faut être conscient qu'en tant qu'évaluateur, on doit être conscient que le temps du politique est différent du temps de la science. Et notre boulot en tant qu'évaluateur, si on veut vraiment influencer les choses, c'est de comprendre comment fonctionne la politique. Et une des choses que j'ai appris, oui, j'ai un doctorat en santé publique, mais mon background, ou bien mon premier diplôme, c'est en sciences politiques et en relations internationales. Et ça a énormément joué dans ma capacité à adapter certaines propositions en matière de renforcement des capacités. Donc tout ça pour dire que si on veut influencer en tant qu'évaluateur, tout en restant concentré sur les données probantes et en agissant au plus près de la décision et de l'utilisation, il faut qu'on prenne ces éléments en compte. Dans le même rapport, les compétences nécessaires pour relever les défis éthiques liés à l'IA, on voit qu'il y a un important déficit des compétences humaines. Sur les 32 pays, il y en a 26 qui le mentionnent. Au niveau des pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires, et donc j'ajouterais même au niveau de la société civile, il faut renforcer ces capacités-là. On ne peut pas y arriver tout seul. Et donc, il faut intégrer le numérique, il faut intégrer les nouvelles technologies, comme je l'ai dit, dans nos outils, dans notre boîte à outils et dans notre pensée stratégique en tant qu'évaluateur. Je pourrais en dire davantage, mais le FIF est là pour ça. Tout ce que je peux dire pour conclure, c'est que le train est en marche et il ne nous reste plus qu'à le prendre. Et je remercie vraiment les organisateurs du FIF d'avoir mis en fait ce thème à l'agenda. Je disais qu'on parlait tout le temps des mêmes choses en évaluation, mais pour une fois, on sort de notre zone de confort. Et je laisserai la présentation, bien sûr, mais les 2 prochains jours, vous allez pouvoir discuter du numérique au service de la gouvernance de l'évaluation des ODD à l'épreuve des technologies numériques, des technologies numériques et des pratiques d'évaluation. Alors, je n'ai pas grand-chose à rajouter et je nous souhaite à tous une très belle conférence. Merci d'être venus. Il y avait des questions peut-être, non? Est-ce qu'on peut avoir un micro, s'il vous plaît? Si on recule, je pense que c'était le deuxième diapo sur la polykrise. Sur la polykrise. Ce matin, on a parlé des moyens et des résultats. Et si on conçoit la polykrise, non pas... Ah, c'est bien aussi. Si on conçoit que la polykrise est un résultat, n'est pas seulement un contexte, un défi, mais c'est un résultat. Et si on conçoit ces enjeux, ces complexités, non pas comme des variables à isoler, à contrôler, mais si on se concentre sur l'ensemble, non seulement parce que leur interconnexion présente le plus grand danger, mais que c'est aussi l'interconnexion qui présente l'espoir. Donc, nos interventions doivent être conçues pour l'interconnexion et pas pour des aspects isolés. Aussi. Donc, est-ce qu'il y a autre chose à ajouter si on conçoit la polykrise dans cette optique? Je vais répondre assez rapidement. Quand je parle de polykrise, je parle de polykrise en termes de contexte. Si je parle d'évaluation, je vais parler d'évaluation en termes d'intervention visant à réduire ou à résoudre un enjeu créé par la polykrise. Sans intervention, il n'y a pas d'évaluation. Donc ici, c'est le contexte de crise qui influence
bien évidemment, positivement ou négativement, mais en général, quand on parle de polycrise, c'est négativement, qui influencent l'intervention que nous aurons à évaluer. Donc, pour répondre à la question, on ne peut pas considérer la polycrise comme une intervention, mais ça peut être un contexte complexe. Et si vous prenez une crise isolée, aujourd'hui, c'est difficile de parler de pandémie sans parler de changement démographique. Parce qu'il faut savoir combien de masques prévoir, combien de vaccins commander, combien de personnel médical existe par population. Donc, quand on évalue une intervention aujourd'hui, je ne sais pas, peut-être il y aura des occasions dans les différents ateliers. Lorsque vous prenez une intervention aujourd'hui, je vois rarement des interventions simples à évaluer. Je ne sais pas comment vous faites ça, entre la prise en compte du genre de façon transversale, la prise en compte de l'inclusion, la prise en compte des facteurs contextuels, les éléments socioculturels. On ne peut pas... J'ai du mal à imaginer une intervention simple. Même quelqu'un a dit ce matin que évaluer un médicament, c'est plus simple. Mais ce n'est pas simple du tout. Parce qu'on peut évaluer le médicament lorsqu'on est en laboratoire, mais l'adhésion du médicament, l'acceptabilité sociale du médicament, l'acceptabilité financière des personnes pour acheter ce médicament, la disponibilité du médicament, le fait qu'il y ait des médicaments frelatés sur un marché, on doit prendre en compte ces éléments-là, de mon point de vue. Donc aujourd'hui, je pense qu'on ne peut pas travailler en évaluation ou évaluer une intervention sans parler de complexité. J'espère que ça répond. Oui. Je vais laisser Sandrine, quelqu'un modéré pour moi. Je peux. J'aurais du mal à choisir quelle question prendre. Oui. On peut prendre 3 questions, n'est-ce pas? Oui. OK. Et puis la discussion continue après. Merci beaucoup, Linda. C'est tout un plaisir de vous retrouver. Ibrahim Diouf, coordinateur du réseau francophone des évaluateurs émergents. Et permettez de vous féliciter pour cette prestation de qualité, mais de partager avec vous également les inquiétudes, ou en tout cas une inquiétude par rapport aux évaluateurs émergents. L'image qui m'a surtout accroché, c'est l'avant-dernière slide, où on nous invite à prendre le train en marche. Le train semble aller à une vitesse extrêmement importante, alors qu'il y a un jeune qui est déjà sur le quai. Merci. Et ça me renvoie à l'intégration et la participation des évaluateurs émergents dans le processus d'évaluation, surtout que maintenant, il y a un concurrent des évaluateurs émergents qui semble venir avec l'intelligence artificielle. Merci beaucoup. Je vais y aller question par question, parce que ce n'est pas des questions faciles. Et j'y ai pensé. Malheureusement, quand on fait des slides, on ne peut pas tout dire. Il y a très peu de temps, j'étais évaluatrice émergente comme vous. Et c'est peut-être l'occasion de dire que quelqu'un m'a demandé « Mais comment on fait pour devenir conférencière ?» Et je n'ai jamais su un jour que j'allais être ici. Par contre, en tant qu'évaluateur ou évaluatrice émergente, depuis très longtemps, j'ai fait du bénévolat. J'ai donné de mon temps. J'ai appris. Je me suis collée à des experts en évaluation. Mais quand je dis collée, c'est sans être payé, sans attendre quelque chose en retour, mais apprendre et avoir cette passion de l'apprentissage, donner de son temps aux associations,
bénévolement, payer ses cotisations autant qu'on peut, parce que ce n'est pas toujours évident, participer à des conférences comme celle-ci, où on cumule des cartes, mais il faut faire le suivi. Il faut aussi, au niveau des émergents, qui, de mon point de vue, ne sont plus vraiment émergents avec toutes les informations dont ils disposent, pouvoir y mettre du sien. On ne peut pas demeurer émergent, sinon on est tous des évaluateurs émergents ou en émergence. La preuve, c'est qu'on apprend encore sur le numérique. Mais vous avez un avantage. Si on parle d'émergents en termes de jeunes, ou en tout cas en termes de personnes plus aptes à utiliser les nouvelles technologies et le numérique, vous avez un apport. Donc, moi, j'invite les évaluateurs plus chevronnés, qui sont moins habilités à utiliser certaines technologies numériques, à inviter les jeunes, à inviter les émergents, parce qu'ils ont beaucoup de choses à apporter. Donc, je pense que la balle est dans notre camp, et je suis sûre que les émergents monteront plus vite dans le train qu'on imagine. Oui, merci pour votre présentation. Moi, j'ai une petite question. Vous parlez de la complexité du contexte dans lequel les personnes, enfin les projets qu'on évalue ou les dispositifs agissent. Donc, il y a une complexité du contexte, une complexité de la pratique sociale qu'on évalue. Et je me demande que peut faire l'intelligence artificielle dans une telle complexité. C'est-à-dire que, pour moi, le numérique, l'intelligence artificielle, elle a ses limites, et notre travail demande une intelligence qui est plus apte à évaluer la complexité. Ça, c'est une première question. Et la deuxième question, c'est prenons le train en marche. Mais je me demande aussi, est-ce que on l'a pas déjà pris, le train en marche? C'est-à-dire que depuis longtemps, nous utilisons des logiciels pour traiter les données qualitatives de façon des grosses banques de données, des logiciels de traitement de données quantitatives, etc. Donc là, il y a quand même il y a une avance sur le plan technologique qui peut nous aider, mais est-ce que la plus grosse partie de notre travail ne relève pas de l'intelligence humaine? En fait, vous avez répondu à votre question. C'est vraiment le propos que je voulais mettre de l'avant, c'est-à-dire que oui, il y a des promesses, mais j'imagine qu'il y a quelques décennies, quand on a parlé d'Internet, les mêmes questions se posaient. On se posait la question de savoir si oui ou non on allait remplacer les travailleurs dans les usines. Aujourd'hui, c'est devenu monnaie courante. Quand je dis prendre le train en marche, c'est dans le sens où il est important de ne pas se laisser dépasser par la célérité de ce changement. C'est un changement qui va très vite. Et en tant qu'évaluateur, on peut se retrouver face à des situations, ou en tout cas face à des conclusions basées sur des données dites probantes. Et pourtant, elles ne le sont pas, parce qu'on n'a pas questionné l'aspect éthique, parce qu'on n'a pas questionné l'algorithme derrière, parce qu'on n'a pas créé ce que nous, en tant qu'humains, on est capable de faire. Je pense, on l'a dit, on ne s'est pas vu depuis la Covid, mais le fait juste de se voir dans une salle, de mettre un visage sur les noms, etc., c'est quelque chose que l'intelligence artificielle, en tout cas de mon point de vue, ne peut pas changer. Et cette analyse complexe orientée vers l'humain et une interprétation contextualisée, de mon point de vue, on a encore beaucoup de place à avoir. Maintenant, le train est déjà en marche, oui, mais moi, je découvre l'intelligence artificielle. Et pourtant, j'imagine qu'ils font un travail depuis très longtemps. Et chaque jour, il y a de différents logiciels. La dernière fois, dans une réunion, on m'a envoyé un rapport où c'était un logiciel qui s'appelait Auteur AI. Et je vois rapport de réunion Auteur AI, et c'était la synthèse, le PV de réunion qui avait été généré par une intelligence artificielle. Donc, quand je dis prendre le train en marche, c'est être au fait de ce qui se développe, des applications, de voir si oui ou non, dans mon évaluation, ça peut être utile, ou si dans mon travail
continue au quotidien, ça peut être utile et comment je peux au mieux l'utiliser. Et comme je l'ai montré dans l'exemple, oui, ChatGPT peut vous donner une orientation, mais il y a aussi des logiciels qui vont vous démontrer que si vous écrivez un article et que vous l'envoyez avec ChatGPT, il y a des logiciels qui sont aussi capables d'identifier si l'article a été écrit par un être humain ou par ChatGPT. Donc, on a encore quand même des balises sur lesquelles on peut travailler. Peut-être la dernière question, si vous voulez bien. Merci Linda. Moi, c'est Serge Riaque. Je ne sais pas pourquoi, je ne fais que des évaluations complexes. Et comme tu l'as dit, tout est complexe. En t'écoutant, n'est-ce pas, parcourir les 3 éléments que tu as brièvement présentés, je me demandais où est-ce qu'on va se retrouver dans les évaluations complexes si on va laisser le numérique nous guider. Mais je m'interroge aussi sur les faits et surtout les impacts que ça crée. Il a été très intéressant de voir, par exemple, pour les questions d'éthique, comment nous, humains, nous orientons les besoins de notre intelligence vers ce que nous voulons. Le cas, par exemple, des données aux États-Unis pendant les élections, et dans d'autres cas, on en a vu. Mais je me pose une question. Peut-être, je m'interroge pour que tu m'aides aussi à comprendre. Est-ce qu'on aura une limite? Jusqu'où on va y aller? Mais surtout pour notre profession qui est l'évaluation. Parce qu'il faut qu'on ressente toujours notre intérêt, c'est pour évaluer. Mais Linda, dis-moi, est-ce qu'il y aura une limite à ça? Jusqu'où on peut y aller? Où est-ce qu'on peut s'arrêter? Merci beaucoup. Je n'ai pas fait philosophie. Mais je pense que c'est une très belle question. Et je t'invite à prendre le lead pour lancer cette question, pour que l'Assemblée puisse t'envoyer par courriel jusqu'où on peut aller. Et comme ça, tu auras un papier qui sortira en éditorial pour la prochaine analyse synthèse du RFE. Bien. Merci, professeur. Moi, je voudrais poser une question à travers ce que vous avez dit. Vous aviez énoncé au premier point, avec un grand pouvoir vient une grande responsabilité. Et puis, dans vos développements, à un moment donné, vous avez rappelé, parce que c'est quelque chose qui existe, le temps du politique est différent du temps de la science. Donc, pour articuler ces 2 éléments-là, je voudrais poser la question pour savoir, est-ce qu'il ne faudrait pas qu'on rende notre existence un peu plus opérationnelle à travers ce que nous avons comme étant que le pouvoir puisse arrêter le pouvoir. Et dans nos différentes constitutions, nous avons les 3 pouvoirs aujourd'hui qui sont reconnus, mais nous avons certainement par rapport à cette dynamique de révolution numérique un travail à faire ou bien à opérationnaliser, c'est-à-dire qu'il faut être concret à ce niveau que le pouvoir, entre ces 3 pouvoirs-là, que le pouvoir arrête le pouvoir et de l'autre côté, en attendant le 4e pouvoir qui est celui de la presse, qui est là, qui nous interpelle et qui nous titille avec beaucoup d'emphase. Donc c'est ça ma question. Est-ce qu'il ne faudrait pas qu'on réfléchisse et rapidement qu'on opérationnise que le pouvoir arrête le pouvoir? Merci. Doyen, c'est vous qui pouvez répondre à cette question. Honnêtement, je pense que je ne suis pas encore arrivée à ce niveau. J'apprends, mais je ne suis pas encore arrivée à ce niveau. Merci pour la question. Je pense que moi, ce qui me parle dans ce que vous venez de dire, c'est la question de l'opérationnalisation. Et ça, je pense que c'est très important. C'est vrai que quand on parle du numérique, on parle de... En fait, il y a un imaginaire numérique qui est très intangible. Mais je vous ai parlé d'applications. Vous
avez des outils que vous utilisez au quotidien, il y a des bases de données, il y a des serveurs et il y a des formations sur la cybersécurité. Je pense que toutes les organisations aujourd'hui font ce genre de formation. La question, pour moi, en termes d'opérationnalisation, c'est quand je parle d'influencer durablement et d'influencer dans le temps, c'est que l'évaluateur, s'il veut que, par exemple, ces orientations basées sur des données probantes sur les répercussions d'un processus numérique peuvent être néfastes à l'organisation, à l'individu, voire à la société, doit pouvoir trouver le moyen de faire partager ces informations-là au bon moment à des parlementaires qui sont sensibilisés à la question. Au bon moment au pouvoir judiciaire. J'ai participé à une conférence où... je ne me souviens plus du pays, mais c'est un pays en Afrique anglophone, où ils avaient un département de recherche intégré à l'organisation judiciaire qui collectait des données ou faisait des méta-évaluations ou des synthèses pour que les juges, les magistrats soient au fait des différents enjeux sociétaux. On a parlé de justice prédictive. Donc, tous ces éléments-là ne doivent pas être des éléments... intangible, mais il faut mettre en place dans les processus décisionnels des outils. J'avais une slide en plus que je vais peut-être partager, mais des outils, des guides pour pouvoir s'adresser aux audiences qu'il faut. Je vais y arriver. Donc, en termes d'éléments concrets, donc, premièrement, il faut adapter et tester les cadres existants pour évaluer les risques des applications numériques au niveau des décisions politiques ou des politiques publiques, en ex-ante, quand vous faites l'évaluation, pour voir un peu jusqu'à quel point les systèmes en place ne sont pas discriminants ou ne laissent personne de côté, ou si tout le monde a la capacité de les utiliser correctement, et voir jusqu'à quel point il n'y ait pas de préjugés. Donc, il faut que l'évaluation puisse être à ce moment-là, lorsque certaines décisions d'adopter une solution numérique au niveau des gouvernements, il faut que l'évaluation puisse interagir avant. Bien sûr, pendant, pour voir comment cet outil fonctionne, pour voir si les gens l'adoptent, s'ils sont à l'aise avec ça, etc. Mais aussi après. Il y a beaucoup de solutions numériques aujourd'hui qu'on impose au gouvernement, et comme il n'y a pas de personnes formées pour pouvoir juger du coût-efficacité et de l'impact de ces technologies numériques, on les achète, mais on oublie que ce sont des licences qu'on paye à vie. À quel moment on décide de la pérennisation ou bien de l'appropriation par l'institution de cet outil-là? Donc, les éléments concrets, les évaluateurs peuvent les amener à travers leurs évaluations. Deuxième chose, c'est les modèles de renforcement des capacités que nous avons. Oui, on a l'évaluation de base, etc., mais peut-être qu'il faudrait qu'on se mette aussi à avoir quelques formations ou certifications qui intègrent la gouvernance du numérique dans les décisions publiques et dans les décisions institutionnelles. Et ce n'est pas juste pour les consultants, c'est pour toute personne qui a une charge et une responsabilité publique. Et ces modèles de renforcement de capacité ne doivent pas rester seulement dans les mains des décideurs ou des savants, mais doivent aussi être élargis à la société civile. Parce que pour pouvoir être un contre-pouvoir, il faut pouvoir être conscient des éléments dont dispose ce pouvoir-là. Donc, il faut qu'on comprenne de quoi il s'agit pour pouvoir, je ne vais pas dire critiquer, mais pour pouvoir faire l'équilibre. C'est concret aussi. Et finalement, peut-être, dernier point, je pense que c'est notre collègue du Congo qui avait une superbe idée. Il a dit, mais moi, je pense que ça serait bien d'avoir des petites fiches pratiques pour les analystes dans l'administration publique, d'une page pour dire, bon, ben, j'ai une situation, je dois utiliser une application, quelle est la checklist à travers laquelle je dois passer pour m'assurer que c'est assez sécuritaire à utiliser. Et s'il y a un élément manquant dans cette checklist, à quelles ressources je peux m'adresser. Donc, il y a du travail à faire. Et en tant qu'évaluateur, je pense que l'avenir est bien plus rose avec le numérique, ne vous inquiétez pas. Je vais m'arrêter ici.
Mais vos questions vont être débattues, donc je vous invite à participer aux différentes sessions et à en apprendre davantage. En tout cas, moi, je vais vraiment en profiter. Merci beaucoup, Linda. Merci. Merci. Les applaudissements montrent à souhait. C'est moi. Nous allons maintenant à la pause soubassement. C'est ça, Jean-Marie? Donc, la pause déjeuner. N'oublions pas, le programme continue. Il ne fait que commencer. À tout à l'heure, bon appétit.